Bonjour à tous et bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici le sommaire de votre après-midi. Dans un instant, la séance. Le Sénat examine une proposition de résolution écologiste qui vise à instaurer un moratoire sur les pesticides pour préserver les abeilles. On retrouvera dans un instant Faustine Saint-Géniès en duplex de l'hémicycle. Et puis à 19h, 24h Sénat, le journal. On reviendra d'ailleurs sur les autres temps forts de la journée au Sénat, à commencer par la Commission de la Culture qui organisait aujourd'hui une table ronde sur l'avenir de l'audiovisuel public dans un contexte budgétaire restreint. Écoutez à ce propos Catherine Morin-Desailly, c'est la présidente du DUC de la Commission de la Culture au micro de Samia Déchir. Nous lançons pour ce faire une mission d'information et de contrôle conjointement avec la Commission des finances. Jean-Pierre Leleu et André Gattolin, ses collègues, vont travailler en observant aussi ce qui se fait en Europe et dans le monde, à proposer quels sont les financements adaptés à l'ère du numérique pour l'audiovisuel public. En séance, les sénateurs doivent examiner cet après-midi une proposition de loi écologiste pour un usage contrôlé du cannabis. Ce texte a été rejeté en commission. Il s'agit pourtant du premier arrivé au Parlement sur cette question. Il est défendu par Esther Benbassa, sénatrice Europe Écologie Les Verts, pour qui cette proposition de loi s'inscrit dans un processus de sensibilisation. On l'écoute, elle était interrogée ce matin par Sophie Normand-Couturier. Nous sommes dans la frilosité en se disant « Ah non, c'est du laxisme ». Le laxisme, c'est de ne pas parler, de laisser les mineurs fumer. Un mineur sur 4 en troisième consomme du cannabis, de ne pas faire de la prévention à l'intérieur de l'école, à l'extérieur de l'école, de ne pas faire à la télé, de ne pas accompagner les addictés et de dire que c'est une drogue et que c'est prohibé. Il est temps aujourd'hui d'ouvrir le débat et nous sommes quand même très en retard. Je vous le disais en titre, le Sénat examine également en séance la possibilité d'instaurer un moratoire sur les pesticides tenus responsables de la mort des abeilles. On va tout de suite retrouver Faustine Saint-Géniès en duplex de l'hémicycle. Bonjour Faustine. Bonjour Delphine. Quels sont les enjeux de ce texte? Eh bien, cette proposition de résolution à la demande des écologistes au Sénat a pour but de demander au gouvernement français d'intervenir auprès de l'Europe pour faire un moratoire sur les pesticides contenant des néonicotinoïdes. Alors c'est un mot un peu barbare, mais concrètement, les néonicotinoïdes attaquent le système nerveux des insectes pollinisateurs, notamment des abeilles. Et plus grave encore, ces substances néonicotinoïdes resteraient sur les plantes durant toute la durée de leur vie, avec un risque majeur pour toutes les colonies d'abeilles. Plusieurs études ont montré qu'il y avait une forte mortalité dans ces colonies d'abeilles, de l'ordre de 30% en France. Alors face à ce risque, les écologistes veulent alerter leurs collègues, alerter aussi le gouvernement. Ils ne sont pas sûrs d'être entendus. Aujourd'hui, pas sûr que leur proposition de résolution soit suivie, mais peu importe. Et à ce titre, je dois vous informer que Joël Labbé, un peu le chef de file des Verts sur ce sujet, va s'affranchir du protocole dans la séance. Il a prévu d'enlever sa cravate. Alors peut-être est-ce un message de soutien à Alexis Tsipras, entendu aujourd'hui par François Hollande, mais peut-être est-ce aussi une manière de marquer les esprits sur ce type de texte sur lequel les écologistes sont en file. Merci Faustine. Alors tout de suite on va retrouver cette séance et on va revenir après sur les enjeux de ce texte à 19h. L'ordre du jour appelle l'examen de la proposition de résolution relative à la préservation des insectes pollinisateurs, de l'environnement et de la santé et à un moratoire sur les pesticides de la famille des néonicotinoïdes. Présenté des néonicotinoïdes. En application de l'article 34.1 de la Constitution par M. Joël Labbé et plusieurs de ses collègues. C'est une demande du groupe écologiste. Dans le débat, la parole est à M. Joël Labbé du groupe écologiste, auteur de la proposition de résolution. Monsieur Labbé, vous avez la parole, mon cher collègue. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues sénatrices et sénateurs,
En préambule, je voudrais vous dire que mon propos d'aujourd'hui ne sera pas un discours de discussion générale. J'aime pas les discours. Mon souhait est qu'il puisse être perçu comme un manifeste pour le respect de la vie. Il s'adresse à vous en direct, mes chers collègues, puisque mon rôle, ma responsabilité, est de tout faire pour vous convaincre. Mais il ne s'adresse pas qu'à vous, il s'adresse à toutes les personnes concernées par le sujet qui nous réunit aujourd'hui. En premier lieu, le monde agricole, mais aussi à l'ensemble de la population, des citoyennes, des citoyens directement intéressés par ces sujets, et ils sont nombreuses, cette population qui est foule sentimentale. Ce manifeste pour la vie s'adresse aussi tout particulièrement à nos jeunes, les générations nouvelles, qui ont soif d'idéal dans ce monde qui tangue, et bien sûr, en perspective aux générations futures. Pas facile de se trouver dans la situation de présenter un texte qui dérange, parce que je sais qu'il dérange. Qui dérange autant, qui dérange bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Vous commencez à me connaître, je vais le faire avec toute la force de mes convictions. Pourtant, il est tout simple, ce texte. Il ne devrait déranger personne, bien au contraire. Je vous en lis la phrase essentielle que vous devez connaître par cœur, tant elle est simple et soft. Le Sénat invite le gouvernement à agir auprès de l'Union européenne sur l'ensemble des pesticides néonicotinoïdes tant que les risques graves sur la santé humaine ne seront pas écartés. Et il y a sur l'environnement. Sur la forme, Monsieur le Ministre, ce n'est pas une injonction, c'est juste une invitation. Avec en toile de fond, bien sûr, même s'il n'est pas écrit, le principe de responsabilité. Ce principe qui est à la base même de notre rôle politique, que l'on soit dans le gouvernement, Monsieur le Ministre, ou que l'on soit parlementaire, ce que nous sommes, mes chers collègues, membres de la représentation nationale, ce qui n'est quand même pas rien. Principe de responsabilité, il fallait en parler, sur un texte d'invitation au gouvernement de bien vouloir relayer nos préoccupations au regard de cette responsabilité auprès de l'Union européenne. Nos préoccupations qui répercutent les préoccupations d'une foule importante de nos populations. On appelle ça une résolution, ce n'est quand même pas une révolution. Bien que ce soit une toute petite révolution qui doit s'inscrire dans la logique de ce qu'Edgar Morin définit si joliment comme la nécessaire métamorphose sociétale. Avec derrière cela une part d'indignation, cette indignation à laquelle nous invite son complice Stéphane Hessel. Donc une simple résolution, une invitation. Je vous la relirai à la fin de mon propos. Alors, après ce nécessaire préambule, venons-en à ce texte. Je développerai mon propos en 5 parties. Je vous exposerai tout d'abord par quel cheminement j'en suis arrivé là, enfin ici. Ensuite, je vous exposerai les raisons scientifiques, agronomiques, environnementales et aussi économiques qui ont motivé cette résolution. L'aspect essentiel de la santé humaine sera abordé tout à l'heure lors de la prise de parole de ma collègue écologiste Aline Archimbaud. Aline, que tout le monde sait, très impliquée sur les sujets liés à la santé. Le point suivant évoquera les alternatives qui ne peuvent se limiter au seul fait de remplacer ces produits par des produits de substitution. L'agriculture doit faire sa transition en réintégrant les principes de l'agronomie, ce que vous appelez l'agroécologie, Monsieur le Ministre, qui ne peut porter ce nom en persistant dans l'utilisation des néonicotinoïdes. Puis, j'oserais aborder le spirituel. Question majeure.
Oui, le spirituel. Ce n'est pas habituel en politique, et pourtant, ce n'est pas habituel, mais je vais le faire quand même en sénateur inhabituel, improbable, parfois imprévisible. Enfin, je vous parlerai de politique, notre unique raison d'être ici, la politique. Comment je vois la politique, comment je vis la politique, comment j'espère encore la politique. Une politique qui doit rimer avec éthique. Tout cela sans jamais oublier l'objectif à atteindre, les abominables criminels que sont les pesticides néonicotinoïdes. Oui, vous avez bien entendu, criminels. Je développerai et j'accuserai tout à l'heure. Alors, par quel chemin j'en suis arrivé là? Après 37 ans d'une très heureuse et très riche vie d'élu local, moi qui n'ai eu jamais de projet de carrière politique, et n'en ai toujours pas d'ailleurs, j'ai pris le risque d'être candidat aux élections sénatoriales de 2011. Élu surprise, inattendu, je siège ici depuis 3 ans en qualité de sénateur du Morbihan. Et comme nul n'est parfait, sénateur écologiste. Dès mon arrivée, et d'ailleurs je suis heureux et fier d'être de ce groupe, dès mon arrivée en immersion dans cette majestueuse maison qu'est le Palais du Luxembourg, j'ai intégré la mission d'information sur les pesticides et leur impact sur la santé. Initialement, la mission était double, impact sur la santé humaine et impact sur l'environnement. Le volet santé humaine a été si lourd qu'en 7 mois de travail, on a dû s'y limiter. Il faudrait d'ailleurs que l'on voie à ce qu'une suite y soit donnée. Cette mission avait vu le jour à l'initiative de notre collègue Nicole Bonnefoy, sénatrice de Charente, rapporteure de la mission, et cette mission était présidée par Sophie Primas, notre collègue UMP, brillamment présidée, et c'était une mission pluripolitique. Et nous avons particulièrement bien travaillé ensemble. Lors de cette première mission, j'ai pu me rendre compte de la richesse du travail de notre Assemblée hors les murs, travail qui doit annoncer des suites législatives dans les murs. J'ai été, mais comme tous mes collègues qui participaient, j'ai été particulièrement choqué ou touché d'entendre les propos de spécialistes, le professeur Sultan, pédiatre endocrinologue à Montpellier, concernant les aspects notamment de puberté précoce, le professeur Rémi Besson, chirurgien au CHU de Lille, spécialisé maintenant dans les malformations génitales des nouveau-nés masculins, tellement ces malformations sont nombreuses. Et aussi le docteur Nadine Ouédé, médecin spécialiste en cancer de la vessie. Derrière tout cela, c'est avéré, sont les pesticides. Sur les 109 recommandations de la mission, votées à l'unanimité, près de la moitié ont déjà été prises par les ministères, agriculture et santé. Le reste est intégré au fur et à mesure dans les projets de loi, dont la loi d'avenir agricole, monsieur le ministre, et sous forme de propositions de loi d'initiative parlementaire. Je l'ai expérimenté en élaborant la proposition de loi visant à interdire l'usage des pesticides sur les espaces publics des collectivités à partir de 2020 et dans les jardins domestiques pour 2022. Proposition qui a été adoptée en février 2014. C'était pour moi une étape, juste une étape. Ce n'est pas mon affaire que de mettre mon nom au bas d'une loi. M'intéressant tout particulièrement aux domaines agricoles et alimentaires, j'organise chaque année un colloque au Sénat. Au printemps 2013, juste avant l'examen de la loi d'avenir agricole, le thème en était l'agroécologie, ce que doit être l'agroécologie. Le 5 juin 2014, le colloque que j'organisais en lien étroit avec l'Union nationale des apiculteurs français s'intitulait « Pour une agriculture respectueuse des pollinisateurs ». À cette occasion étaient réunis un certain nombre d'experts et de chercheurs internationaux, de professionnels de l'apiculture, d'acteurs associatifs et de parlementaires.
Pour l'ensemble des intervenants, l'usage des néonicotinoïdes avait un impact avéré sur le déclin des colonies d'abeilles. Les preuves sont très claires. Nous sommes face à une menace qui pèse sur la productivité de notre milieu naturel et agricole. Il convient de planifier leur suppression à l'échelle mondiale. Je cite là le Britannique Dave Goulson, biologiste et apidologue de l'Université du Sussex. C'est suite à ce colloque que j'ai déposé la présente résolution au Sénat le 19 juin, conjointement avec le député de Dordogne, Germinal Perrault, rapporteur de la loi d'avenir agricole, déposé un texte identique, absolument identique à l'Assemblée. Quelques jours après ce dépôt étaient publiées les conclusions d'une méta-étude reprenant l'ensemble de la littérature scientifique sur 15 pays concernant le sujet des néonicotinoïdes. Cette étude transversale, la Task Force on Systemic Pesticides, visait à étudier les causes potentielles du déclin des insectes depuis les années 50. Ce travail gigantesque, mené par 29 chercheurs, dont Dave Goulson, et le Français Jean-Marc Bonmatin, chercheur en biophysique moléculaire au CNRS d'Orléans, a révélé un effondrement massif de certaines espèces d'insectes, bien au-delà des seuls pollinisateurs, à partir du début des années 90, qui commencent en Europe de l'Ouest, avant de s'étendre rapidement à l'Est et au Sud. En scientifiques indépendants, sans aucun a priori, ils ont découvert que l'effondrement de ces populations coïncide avec l'introduction des pesticides systémiques, persistants et neurotoxiques de la famille des néonicotinoïdes. L'étude démontre que ces néonicotinoïdes touchent aussi les oiseaux insectivores communs. Ils accumulent des doses importantes de ces produits à la toxicité extrêmement élevée. Ils ont aussi un impact sur les petits mammifères qui se retrouvent exposés de par leur proximité avec les cultures et aussi par l'ingestion de graines enrobées et de plantes traitées. Mais c'est aussi l'ensemble de la faune et de la microfaune du sol agricole qui est impacté. En première ligne sont affectés les vers de terre, exposés à des niveaux élevés via le sol et les plantes. Monsieur le ministre, vous le savez bien, vous qui leur avez rendu un vibrant hommage lors de la 3e conférence environnementale, celui que vous avez nommé votre camarade le ver de terre est un des plus grands marqueurs de la bonne santé des sols et de la biodiversité. Je vous cite, 3 tonnes de vers à l'hectare, ça vous remue 280 tonnes de terre. Pendant ce temps-là, vous n'avez pas besoin de labourer, ce qui est vrai. Alors, monsieur le ministre, l'étude montre qu'ils sont, ces vers de terre, en première ligne de cet empoisonnement généralisé. Bien sûr que quand on a des camarades, moi, mes camarades, je les appelle mes potes. Mais quand on a de bons camarades, monsieur le ministre, ou de bons potes, on fait tout pour qu'ils ne soient pas empoisonnés. À propos du travail du sol, la taupe, qui a mauvaise réputation, la taupe, et pourtant, véritable mineur de fond des sols, elle joue, elle aussi, un rôle essentiel dans la vie des sols. Je n'ai rien lu à son sujet pour le moment, mais ce que je sais, c'est que les vers de terre constituent 80% de sa nourriture. Alors voilà, les taupes sont aussi forcément touchées. Tout ça, monsieur le ministre, ça nous donne le vertige, chers collègues. Le sol, la vie même du sol est mise à mal. Lors d'un colloque organisé à l'Assemblée nationale en fin d'année dernière, lors de la Journée mondiale des sols, on a pu se rendre compte combien les sols, à l'échelle mondiale, avaient perdu de leur fertilité. On parle de la qualité de l'eau qui va mal, on le sait, de la qualité de l'air qui va mal aussi, on le sait. On en oublie à la qualité du sol qui va très mal. Il va falloir faire quelque chose et de manière globale. Sinon, dans quel état allons-nous laisser cette terre pourtant nourricière qu'est le sol ? Lors de cette journée, j'ai entendu cette superbe formule. La vie fait le sol et le sol fait la vie. Alors faisons en sorte que cesse le massacre. En cette année de conférence internationale, non, je ne vais pas avoir le temps, j'y viendrai après, pour la conférence internationale.
En tout cas, la question de la fixation du carbone dans les sols ne peut se faire qu'à la condition qu'on les maintienne vivants et donc qu'on arrête de les empoisonner. Je pèse mes mots et j'accuse. Enfin, s'il était encore besoin d'en rajouter sur ce plaidoyer à charge, dans l'eau, plusieurs espèces d'invertébrés aquatiques sont également touchées. Voilà pour ces études. On peut encore en commander des tonnes, Monsieur le Ministre. Mais dans quel but? Attendre? Attendre encore? Bien sûr, il serait difficile de croire que tout ça se passe silencieusement, sans aucun impact sur la santé. Aline Archambault en parlera tout à l'heure. L'aspect économique, en ces temps difficiles que traverse notre économie, on entend dire « attention, l'environnement, les petites bêtes, les petites fleurs, c'est bien joli, mais il faut quand même nourrir les populations de la planète, penser à l'emploi ». C'est là le grand discours classique de ce qu'on appelle la profession. En particulier son grand maître, incontesté et incontournable, que certains appellent le ministre de l'Agriculture bis. Ça ne me plairait pas, Monsieur le Ministre. Et bien sûr, les firmes regroupées, je les nomme, peut-être qu'ils sont là, derrière l'UIPP, l'Union des industries pour la protection des plantes. Quelle protection des plantes, quelle protection des sols, quelle protection de la vie ils apportent. Or, la valeur économique de la pollinisation, puisqu'on parle d'économie, a été estimée à 153 milliards d'euros par an. La seule Europe affiche un déficit de 13,4 millions de colonies d'abeilles. En France comme en Allemagne, moins de 50% des colonies nécessaires à la pollinisation sont encore présentes. Quant à la valeur économique que représente la vie du sol agricole, celle-là qui fait sa fertilité, renouvelable sans fin, si on la respecte, je n'en ai pas encore les chiffres, mais cette valeur est inestimable et à terme équivalente au poids économique de l'ensemble de l'agriculture mondiale. N'allez pas imaginer qu'on pourra nourrir la planète en 2050 en se passant du sol, ce serait une folie. À propos de ces valeurs, lors de mon intervention ici à la tribune, lorsque vous étiez au banc, Monsieur le Ministre, en fin d'année dernière, je vous avais fait une proposition cash, un peu à la volée, de faire mener une étude complète, chiffrée, écoutez bien, notez bien, chiffrée, mesurant précisément les coûts d'externalités négatives de l'agriculture productiviste et les bénéfices chiffrés en services rendus par les aménités apportées par les agricultures alternatives, notamment l'agriculture biologique, dont on parle beaucoup trop peu. Aujourd'hui, Monsieur le Ministre, c'est solennellement que je vous le demande de cette tribune, de mener cette étude afin que la population française puisse choisir, mais la population européenne aussi, puisse choisir et soutenir ce qu'elle souhaite comme agriculture et ainsi permettre la véritable transition tant attendue. Un mot sur le nouveau plan Écophyto. Le premier plan, même si on va trouver des petites choses, le premier plan, c'est une catastrophe. C'est un plan, un acte manqué. Alors, il y a des intentions derrière le second plan, mais si un premier signe comme celui d'aujourd'hui, on n'était pas capable de le donner, on serait dans le renoncement. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je retiendrai la citation d'André Pochon, mise en avant dans le rapport Potier, alors, je vous invite à lire ce qu'il a écrit, monsieur André Pochon, un paysan, un vrai paysan. Comment se fait-il donc que l'agriculture dite moderne ait oublié à ce point les règles élémentaires de l'agronomie? Comment se fait-il qu'elle ait tourné le dos à une agriculture durable qui préserve l'avenir des hommes et de la terre sans sacrifier le présent? Tout est dit, il est tard, mais il n'est pas trop tard. Par contre, en 2025, il sera trop tard. Je vous l'avais annoncé, je vais prendre le temps, Madame la Présidente, j'en ai plus pour longtemps. Je vous l'avais annoncé que j'allais aborder le spirituel. À la fin du siècle dernier, il n'y a pas si longtemps, on citait encore souvent ce grand visionnaire qu'était André Malraux. Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Je trouve qu'on le cite de moins en moins souvent. Ce siècle est déjà là. Ce siècle a déjà 15 ans.
et le spirituel tarde à venir. Je vous parle du spirituel, que l'on soit croyant, que l'on soit athée. Alors il fallait que je trouve une autre des définitions, celle qui me convient, ou que l'on soit agnostique, mène vers le respect des équilibres naturels dans cette magnifique alchimie qui fait les équilibres de la vie. Enfin, toujours sur le spirituel lié à notre sujet, je citerai une autre belle pensée contemporaine, Hubert Reeves, que tout le monde connaît. Écoutez bien ça. Il va falloir conclure, mon cher. L'homme est l'espèce la plus insensée. Il vénère un Dieu invisible et massacre une nature visible, sans savoir que cette nature qu'il massacre est ce Dieu invisible qu'il vénère. C'était pour le couplet spirituel. Maintenant, le politique, et pour en finir. Il va falloir, oui. Oui, et pour en finir. Non, on ne peut pas le terminer sans parler de politique. On ne réussira pas toutes ces... longtemps. Vous pouvez ricaner, je continuerai. On ne pourra pas réussir nos transitions, qu'elles soient climatiques, écologiques, agricoles, énergétiques, sans réussir la transition politique. Et là, on a du boulot. Je vous ai dérangé sur les bancs, pas vous, vous êtes là peut-être. Je sais que j'en ai dérangé un certain nombre par la demande de ce vote à scrutin public, pour que chacun puisse voter en son âme et conscience. Parce que derrière moi, c'est à la conscience que je m'adresse, parce que moi, je suis dérangé avec ma propre conscience de laisser faire tout ça comme ça. Et donc, je le crierai, c'est pas le mot, je le dirai toujours, toujours plus fort. Monsieur le ministre, ce que j'attends, ce que j'espère encore, par rapport à ce texte-là, que ce soit au moins un avis de sagesse qui soit donné à l'Assemblée des sages, et qu'au moins l'Assemblée des sages se détermine. Je tiens à vous dire, moi je vous apprécie, je vous respecte. Par contre, l'esprit de cette maison commence à me déranger. Alors, il y a des symboles, des fois il faut poser des actes, Madame la Présidente, il y a des symboles. La cravate est obligatoire ici, heureusement. Alors, moi j'ai fait des efforts, je n'étais pas habitué pour la porter. Tranquillement, ça fait partie du jeu. Maintenant, je ne suis plus dans l'esprit du Sénat qui règne actuellement. Et la cravate, je vais la tomber. Mon cher collègue, écoutez-moi, je vous laisse... Je tiens à vous le dire. Écoutez-moi, vous pouvez continuer un petit peu, c'est ça de moins qu'auront vos collègues pour parler, puisque c'est une niche et vous avez 2 heures. Si vous voulez continuer encore 3 minutes, je vous les laisse, ça sera ça de moins pour vos collègues. C'est à vous de prendre la décision. Non, je crois que c'est fait. Je tiens à ce qu'Aline Archambault puisse s'exprimer. Concluez, allez-y. Et ça va. Quant à vous, là, vous pouvez continuer de ricaner. Monsieur l'abbé, vos papiers. Mes chers collègues, dans la suite du débat, la parole est à Monsieur Gérard Miquel pour le groupe socialiste. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La proposition de résolution qui nous est soumise aujourd'hui par Joël Labbé et un certain nombre de nos collègues aborde une problématique très importante qui occupe de plus en plus nos débats et suscite toujours plus d'attentes de la part de la société civile. La question de l'impact des pesticides sur notre santé et notre environnement est en effet majeure. Elle est au carrefour de très nombreux enjeux et pose des questions complexes qui nous concernent tous, en tant qu'élus et en tant que citoyens. Comment faire face aux nouveaux défis environnementaux qui s'imposent à nous? Quel modèle agricole et alimentaire voulons-nous? Comment concilier protection de notre biodiversité et productivité agricole? Toutes ces questions, nous les posons tous, notamment au travers des différents textes de loi que nous examinons. Le groupe socialiste du Sénat est particulièrement sensible à cette question des pesticides et l'a démontré avec force ces dernières années. En 2011, à la demande de notre groupe, une mission commune d'information sur les impacts des pesticides sur la santé et l'environnement a été créée. En octobre 2012, notre collègue Nicole Bonnefoy rendait un rapport fort d'une centaine de recommandations. En juillet dernier, nous nous félicitions de voir de nombreuses préconisations se concrétiser d'ores et déjà dans la loi d'avenir agricole.
Par ailleurs, toujours dans le cadre de cette loi, de nombreuses avancées ont été portées par les sénateurs socialistes et j'y reviendrai plus longuement tout à l'heure. Cette PPR aborde toutefois la question plus précise des néonicotinoïdes, une famille particulière d'insecticides utilisés en agriculture pour traiter des semences, des sols ou en pulvérisation. Cette famille de produits intéresse plus particulièrement les apiculteurs qui y voient un danger majeur pour les abeilles. L'Union nationale des apiculteurs de France a d'ailleurs été particulièrement active à l'élaboration de cette PPR et nous pouvons le comprendre. Le monde apicole traverse en effet une crise depuis plusieurs années. La chute démographique de la population d'abeilles est très significative en France comme dans le reste du monde. Les pertes hivernales sont largement supérieures à la normale et le taux de mortalité des abeilles serait passé de 5% en 1995 à 40% aujourd'hui. La production de miel s'en trouve mécaniquement impactée et atteint des niveaux historiquement bas. En 20 ans, elle aura été divisée par près de 3, en passant de 35 000 tonnes par an dans les années 90 à 15 000 tonnes en 2013 et, selon certaines projections, 10 000 tonnes en 2014. Les apiculteurs subissent de plein fouet cette crise structurelle et incriminent particulièrement les néonicotinoïdes comme cause majeure du déclin des abeilles en France. C'est pourquoi les auteurs de cette PPR demandent au gouvernement d'intervenir auprès de l'Union européenne pour, je cite, « une interdiction de toutes les utilisations de ces substances néonicotinoïdes tant que les risques graves pour la santé humaine, animale et l'environnement ne seront pas écartés ». Mes chers collègues, nous sommes tous conscients de la situation dramatique dans laquelle se trouvent plongés nos apiculteurs. Nous sommes, j'en suis sûr, tous d'accord pour dire que des actions de soutien à la filière apicole doivent être mises en œuvre pour préserver nos apiculteurs, qui font vivre nos territoires et participent par là même à la préservation de notre biodiversité. Pour autant, les néonicotinoïdes ont un impact sur la santé des insectes pollinisateurs. Il ne faut pas imputer à ces seules substances la responsabilité du déclin de leur population depuis plusieurs années. Les études scientifiques tendent largement à démontrer que les causes sont multifactorielles. Pesticides, frelons asiatiques, varrois, prédateurs, champignons parasites ou encore changement climatique. C'est pourquoi j'en viens ici à la position majoritaire du groupe socialiste du Sénat sur ce texte. Nous ne pouvons pas soutenir en l'état cette PPR. Je tiens tout de suite à préciser que cette position ne tient pas à des raisons de fond, mais bien à des raisons de forme. Nous partageons en effet tous l'impérieuse nécessité de préserver nos insectes pollinisateurs, indispensables à un bon équilibre écologique. Par ailleurs, et d'une manière générale, nous sommes également tous d'accord pour dire que nous devons réduire significativement l'impact des pesticides sur notre environnement et notre santé. Pour autant, nous sommes nombreux à penser que s'il faut agir avec force et conviction, nous devons également user de patience et de concertation. Sur ces questions, la décision ne peut être unilatérale car elle implique une multitude d'acteurs. À titre d'exemple, si nous étions en possibilité de voter une telle interdiction, car nous ne le sommes pas, comme je vous l'indiquerai dans quelques instants, quelle solution alternative serions-nous en mesure de proposer à nos agriculteurs qui ont aujourd'hui recours à ce type de produits pour le maïs, le colza, l'orge ou le blé d'hiver? Beaucoup s'inquiéteraient de cette interdiction de principe et dénonceraient une distorsion de concurrence entre eux et le reste des agriculteurs européens. Bien évidemment, si un enjeu de santé publique majeur est constaté, il faut agir vite et nous l'avons déjà fait. Mais si tel n'est le cas, il faut privilégier le dialogue pour faire bouger les lignes dans la durée. C'est ainsi que s'est engagée la France depuis plusieurs années sur la scène européenne et je tiens à saluer ici le travail de notre ministre de l'Agriculture sur ce sujet. Je tiens en effet à rappeler que la réglementation européenne ne permet pas aux États membres d'autoriser ou d'interdire une substance active, en l'occurrence ici les néonicotinoïdes. Les États membres ont seulement la possibilité de se prononcer sur les produits en eux-mêmes. Et cette possibilité, nous en avons déjà usé. Dès juin 2012, les auteurs de la PPR l'admettent, la France a été en première ligne sur ce sujet
en interdisant tout d'abord au niveau national le cruiser OSR, puis en initiant au niveau européen une procédure visant à interdire les semis de colza traités par enrobage au thiaméthoxam. En mai 2013, la réglementation européenne a encadré l'utilisation des néonicotinoïdes. Avec le soutien actif de la France, la Commission européenne en a restreint l'utilisation de 3 des 5 substances actives de cette famille de pesticides du fait de leur nocivité sur la population d'abeilles. Cette mesure est entrée en vigueur le 1er décembre 2013 et une révision de leur dangerosité doit avoir lieu dans les 2 ans. Concernant les 2 substances actives toujours autorisées, du fait d'une dangerosité bien moindre sur les insectes pollinisateurs, une réévaluation de leurs risques pour les abeilles sera conduite dans le cadre du réexamen général de l'approbation de ces substances au niveau européen. Je crois savoir que M. le ministre s'engagera pour que cette réévaluation se fasse vite et nous nous en félicitons. Par ailleurs, l'Autorité européenne de sécurité alimentaire a proposé en juin 2013 un cadre révisé de l'évaluation du risque des phytosanitaires. Ce cadre prend en compte de manière plus large le risque pour les abeilles domestiques et certains pollinisateurs sauvages. Comme Monsieur le ministre nous le confirmera certainement, les autorités françaises participent activement aux travaux sur ces nouvelles lignes directrices. La France est donc clairement engagée au niveau européen sur la question des pesticides. Le dialogue est parfois difficile sur ce sujet. Le ministre pourra nous le confirmer. Il faut donc éviter d'envoyer des signaux radicaux qui pourraient être contre-productifs, notamment vis-à-vis de nos partenaires européens. En outre, conformément à l'engagement du président de la République, il faut cesser de surtransposer des directives européennes. Nous sommes nombreux sur tous les bancs de cette Assemblée à partager ce constat. Le monde agricole y est également particulièrement attentif. Parallèlement, au niveau national, une démarche globale du ministre de l'Agriculture a été engagée pour encadrer davantage les produits phytosanitaires et protéger les insectes pollinisateurs. Le plan de développement durable de l'apiculture, lancé le 8 février 2013, vise à diminuer la mortalité des abeilles, soutenir la recherche dans le domaine apicole, structurer le développement du cheptel français et encourager l'installation et organiser la filière. Le plan Éco-Phyto, qui vise la réduction de l'usage des pesticides d'ici à 2018, sera également révisé et adapté dans le courant de l'année 2015. Dans le cadre de la loi d'avenir agricole, des avancées significatives ont été votées en matière d'encadrement de l'utilisation des pesticides et de promotion d'une agriculture plus durable. Je commencerai ici par l'une des plus emblématiques, à savoir le transfert de la compétence de délivrance des autorisations de mise sur le marché de produits phytosanitaires, des matières fertilisantes et des adjuvants à l'ANSES, pour plus d'efficacité et d'objectivité. Les ministres en charge de l'agriculture, de l'environnement ou de la santé pourront continuer à prendre des mesures de restriction et d'interdiction de ces produits en cas de risque avéré pour la santé publique et l'environnement. Ils garderont leur rôle en matière de définition des risques acceptables, d'approbation des substances actives au niveau communautaire ou encore de la mise en œuvre de politiques publiques à travers le plan Éco-Phyto. Par ailleurs, un comité de suivi des autorisations de mise sur le marché est créé au sein de l'ANSES. Il aura vocation à faire la synthèse de l'ensemble des éléments d'appréciation permettant de prendre des décisions fondées sur l'intérêt public tout en assurant la cohérence des actions à mener une fois les autorisations délivrées. De plus, cette loi consacre le projet agroécologique, cher à notre ministre de l'Agriculture, dont la définition désormais inscrite dans le Code rural est la suivante. Je cite « Un système de production qui doit privilégier l'autonomie des exploitations agricoles et l'amélioration de leur compétitivité en diminuant la consommation d'énergie, d'eau, d'engrais, de produits phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires, en particulier les antibiotiques. » La création des groupements d'intérêt économique et environnemental vient d'incarner ce projet et permettra d'opérer une modification durable de nos systèmes de production. Il faut également noter la création, à l'initiative du groupe socialiste du Sénat,
d'un dispositif de phytopharmacovigilance, dont la mission sera de surveiller les effets indésirables des produits phytosanitaires sur l'homme et l'environnement. Toujours à notre initiative, les missions de ce dispositif ont été étendues à la santé des abeilles domestiques. Le groupe socialiste du Sénat a également instauré le principe d'une présentation par l'ANSES d'un rapport annuel au Parlement, rendant compte de ses activités relatives à l'évaluation, la mise sur le marché et le suivi des effets sur la santé après leur mise sur le marché des produits. La loi oblige le détenteur d'agrément à participer à la réalisation des objectifs du plan Écophyto, renforce la traçabilité des produits phytosanitaires ou encore exige que les distributeurs délivrent un conseil global, spécifique et individualisé à tous les utilisateurs professionnels. Finalement, notre groupe a interdit l'usage de substances dangereuses pour la santé ou l'environnement dans les aires d'alimentation des captages d'eau potable. Des dispositions de protection ont également été prises à proximité d'établissements recevant des publics sensibles, hôpitaux, maisons de santé. En conclusion, et vous l'aurez compris, le groupe socialiste ne soutiendra pas, dans sa grande majorité, cette proposition de résolution. Si nous partageons totalement dans le fond son ambition, nous restons cependant très réservés sur sa forme. Comme je viens de l'évoquer, des avancées significatives ont déjà été obtenues et Joël Labbé, qui a participé activement aux travaux sur la loi d'avenir agricole, peut le confirmer. Or, et certains pourront le regretter, nous ne pouvons pas agir seuls sur ces questions. La réglementation européenne ne nous le permet pas. Nous devons au contraire privilégier le dialogue et la pédagogie. C'est ce que fait le gouvernement français et particulièrement Stéphane Le Foll, notre ministre de l'Agriculture, en demandant notamment actuellement la réévaluation des substances actives de la famille des néonicotinoïdes. C'est en ce sens que la France a pris totalement part aux négociations européennes sur le sujet et c'est en ce sens que nous souhaitons que l'action de la France se poursuive. C'est pourquoi, dans un souci de clarté et de lisibilité, le groupe socialiste du Sénat déposera prochainement une proposition de résolution pour expliquer davantage son positionnement. Et je voudrais, à la fin de mon propos, citer Victor Hugo. Victor Hugo, à propos du manteau de Napoléon III, qui était parsemé d'abeilles, disait « Abeilles, piquez-les, piquez-le, toutes en même temps ». Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame Aline Archimbaud pour le groupe écologiste. Vous avez la parole, ma chère collègue. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, notre collègue Joël Labbé s'est forgé, depuis le début de son mandat, une expertise sur les questions agricoles. Son combat inlassable et crucial pour la protection des abeilles, des insectes pollinisateurs, est connu de vous toutes et tous. Son intervention à l'instant l'a encore démontré avec force. Notre groupe soutient bien évidemment et totalement l'ensemble de sa démarche que je tiens à compléter d'un point de vue sanitaire. Car si l'impact dramatique des néonicotinoïdes sur les pollinisateurs, les macro-invertébrés, les oiseaux ne peut plus être nié, ni les dangers terribles qu'ils font donc courir à la pollinisation et donc à toute la production agricole, nous savons à présent que les risques graves que cette famille d'insecticides constitue sur la santé humaine ne peuvent pas, par ailleurs, ne peuvent plus être exclus. En effet, dans un communiqué du 17 décembre 2013, l'Agence européenne de sécurité des aliments a déclaré, je cite, « 2 insecticides néonicotinoïdes, l'acétamipridine, l'imidaclopride, peuvent avoir une incidence sur le développement du système nerveux humain. » Elle a ainsi, je cite, « constaté que ces 2 produits peuvent affecter de façon défavorable le développement des neurones et des structures cérébrales associées à des fonctions telles que l'apprentissage et la mémoire. » Déjà en 2012, une étude conduite par les chercheurs Komuta et Kuroda sur des rats avait suggéré que les néonicotinoïdes pourraient affecter défavorablement la santé humaine, spécialement, là encore, le développement du cerveau. Sur cette base, l'Agence canadienne de réglementation sur la lutte antiparasitaire a classé en 2013 3 néonicotinoïdes perturbateurs endocriniens potentiels.
L'Agence pour la protection de l'environnement des États-Unis avait déjà classé en 2004 un éconicotinoïde comme cancérogène probable. Le Parlement néerlandais, sur la base des études montrant l'impact de ces pesticides sur la mortalité élevée des abeilles et l'apparition de lésions cérébrales chez les enfants, a quant à lui, Parlement néerlandais, invité le gouvernement néerlandais à adopter un moratoire sur tous ces produits jusqu'à ce qu'il soit établi que ces produits, les néonicotinoïdes, n'ont pas un effet néfaste sur les abeilles et sur la santé humaine. C'est justement ce que propose le texte que vous avez sous les yeux, qui constitue une simple proposition de prise de position extrêmement modérée au vu des enjeux. Cette résolution, pour nous, c'est le minimum vital. Ayons en effet bien à l'esprit que si ces pesticides sont cancérogènes, une autre étude rendue publique en juin 2013 par l'association Génération Future doit nous préoccuper. Car, après avoir recherché les 5 principaux néonicotinoïdes, je vous passe les noms, dans des aliments végétaux courants, non concernés par les restrictions récentes d'usage de ces insecticides, ils ont en effet constaté que ces aliments contiennent à des degrés divers, mais fréquemment, des résidus de ces pesticides. Certaines limites maximales en résidus sont largement dépassées. Il a été par exemple mis en évidence sur un certain nombre de produits, de fruits, de légumes. Au total, 45%, par exemple, d'échantillons de courgettes testés contenaient des résidus de ces produits et pas moins de 80% des échantillons de thé. Chers collègues, en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, ce à quoi nous sommes clairement confrontés en l'espèce, le principe de précaution nous indique l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives. Ne commettons pas à nouveau cette erreur qui nous a déjà coûté cher par le passé. Alors, ce que propose notre groupe, c'est de nous rassembler aujourd'hui pour au moins faire un constat, pour au moins lancer une alerte et demander tout simplement au gouvernement d'agir auprès des autorités européennes. C'est tout ce qui est dit dans cette résolution, parce que les études scientifiques sont extrêmement préoccupantes et nombreuses, parce qu'il ne s'agit pas encore, vous l'avez vu, de se mettre d'accord sur des mesures concrètes, mais d'adresser de la part du gouvernement français une alerte à l'Europe. Parce que dans l'atelier santé-environnement du mois de novembre, lors de la conférence environnementale à laquelle je participais, le paragraphe 44 soulignait déjà la dangerosité de ces produits et que beaucoup de partenaires l'ont rappelé, parce que dans son discours de clôture de cette même conférence environnementale, le président de la République a annoncé le même jour vouloir aller, je cite, plus loin dans l'interdiction des néonicotinoïdes et que c'est exactement ce que nous souhaitons encourager avec cette proposition de résolution. Pendant des décennies, la réglementation sur les pesticides a été basée sur des études de toxicité financées par l'industrie et le travail des scientifiques indépendants et des lanceurs d'alerte n'a généralement pas été ni recherché ni pris en compte. Il faut évidemment rompre avec ces pratiques si on veut réellement être au service de l'intérêt général, alors que près de 1500 médecins de France ont l'an dernier lancé une alerte sur les pesticides en général, après avoir constaté une augmentation des troubles de la fertilité et des troubles neurologiques sur leurs patients exposés, c'est-à-dire les agriculteurs, les enfants d'agriculteurs, les riverains des champs concernés. Le Sénat aujourd'hui ne peut pas être en mesure, enfin il serait dramatique qu'il ne soit pas en mesure d'alerter sur les plus dangereux d'entre eux. Cette proposition encore ne constituerait qu'une première étape encourageante et indispensable. Le Sénat jouerait alors par cette prise de position son rôle d'avant-garde, éclairé. Il prouverait son utilité et son sens de la responsabilité. Nous ne pouvons pas, chers collègues, collectivement faire moins que cette résolution. Nous ne pouvons pas continuer à placer les intérêts économiques privés avant la santé de nos concitoyens. Nous ne pouvons pas continuer à fonctionner sur cette opposition fallacieuse entre emploi, développement économique et santé, alors qu'il existe des solutions qui concilient les deux. Sinon, il ne faudra pas s'étonner de la défiance croissante des citoyens à l'égard des politiques. On voit en ce moment même combien cette perte massive de confiance vis-à-vis de l'action politique favorise la montée d'extrémismes extrêmement dangereux
pour la République. Chers collègues, nous comptons sur vous, sur votre engagement pour l'intérêt général. Et Monsieur le Ministre, nous espérons que vous saisirez l'opportunité de l'initiative parlementaire pour vous appuyer sur celle-ci et aller de l'avant. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. La parole est à Madame Evelyne Didier pour le groupe communiste, républicain et citoyen. Vous avez la parole, ma chère collègue. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, tout d'abord, je voudrais remercier notre collègue Joël Labbé pour avoir proposé une proposition de résolution commune à laquelle nous nous sommes volontiers associés. Je voudrais également confirmer qu'il ne vous propose pas de faire la révolution. Si je me permets de relire les derniers considérants, il s'agit simplement de dire que, considérant que la France a joué un rôle déterminant dans la protection des pollinisateurs au niveau européen et qu'il lui appartient de poursuivre son action, considérant que la protection des pollinisateurs, de l'environnement et de la santé humaine et que la préservation des rendements agricoles sont une impérieuse nécessité, nous invitons le gouvernement français à agir auprès de l'Union européenne pour donc pas du tout de prendre des initiatives strictement françaises, pour une interdiction de toutes les utilisations de ces substances néonicotinoïdes tant que les risques graves pour la santé humaine, animale et l'environnement ne seront pas écartés. Vraiment, nous ne proposons pas de faire la révolution. Nous proposons simplement d'œuvrer ensemble pour faire avancer ce sujet. Depuis de nombreuses années, déjà, les sénateurs de mon groupe ont alerté, comme bien d'autres, les pouvoirs publics sur l'impact de nombreux pesticides sur les pollinisateurs. Nous avons demandé à plusieurs reprises l'interdiction du gaucho ou encore du régent TS, qui ont été depuis interdits. Ils ont été interdits pourquoi? Parce qu'ils ont été considérés comme particulièrement nocifs et tout le monde a fini par le reconnaître. On peut citer aussi le cruiser OSR. Comme de nombreux élus présents aujourd'hui, je fais partie du comité de soutien des élus aux abeilles et aux apiculteurs parce que nous pensons que c'est essentiel pour le développement de la biodiversité. Elle est essentielle aussi et c'est pourquoi nous avons co-signé la proposition de résolution dont nous débattons aujourd'hui. Comme je l'avais précisé lors du débat sur les politiques publiques de lutte contre le frelon asiatique organisé dans cet hémicycle en 2012, les abeilles sont indispensables à la pollinisation des fleurs. J'enfonce une porte ouverte. Les abeilles constituent, nous le savons tous, un maillon essentiel de la chaîne qui contribue à maintenir l'équilibre des écosystèmes. Elles jouent un rôle primordial dans les diverses phases de la vie de nombreuses espèces végétales et animales. L'abeille mellifère est le seul insecte, il faut le rappeler, dont l'homme consomme la production, miel, pollen, propolis, gelée royale. De plus, l'abeille et les pollinisateurs sont indispensables à la biodiversité, au rendement des cultures agricoles. La valeur économique, notre collègue l'a dit, de la pollinisation se chiffre à plus de 150 milliards d'euros par an. Ça a été dit. Certes, les populations de pollinisateurs doivent faire face à de multiples menaces. Notre collègue Mickaël l'a souligné. Frelons asiatiques, produits phytosanitaires, maladies des ruches, pression urbaine, dégradation de l'habitat, climat, développement de la monoculture. Et c'est d'ailleurs toute la difficulté, il n'y a jamais un seul facteur. Toutefois, il est essentiel aujourd'hui de faire un premier pas et d'interdire ce type d'insecticide agissant sur le système nerveux central des insectes. Plus encore, l'un des principaux modes d'application de ces substances consiste à en enrober les semences avant leur mise en terre. La plante sécrète alors le toxique tout au long de sa vie. Le traitement n'intervient donc pas ponctuellement, il est permanent et transforme des millions d'hectares de grandes cultures en champs insecticides. Cette résolution est d'autant plus importante que le Parlement européen a adopté le 11 mars un texte, certes sans valeur contraignante, qui prône de revenir sur la restriction de certains insecticides néonicotinoïdes actuellement en vigueur dans l'Union européenne, ce, alors qu'il faudrait de toute évidence les interdire tous, tant que les risques graves pour la santé humaine, animale et la biodiversité ne seront pas écartés,
Cela pour répondre aux principes de précaution tels qu'inscrits dans la Charte de l'environnement. Elle est d'autant plus importante que la restriction européenne entrée en vigueur le 1er décembre 2013 est contestée devant la Cour de justice, mais ça ne nous étonnera pas, par 2 fabricants de ces produits, Syngenta Bayer, bien que le thiaméthoxam et l'imidaclopride aient été épinglés par l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour le risque qu'ils font peser sur le développement du système nerveux humain. Je les ai cités. Si cette proposition de résolution n'était pas suivie d'effet, nous pensons qu'il est impératif que la France fasse jouer la clause de sauvegarde. Cette clause existe aussi au niveau de l'Organisation mondiale du commerce en son article 20, qui permet de prononcer une interdiction de mise sur le marché de produits contenant des molécules néonicotinoïdes sur le territoire français, et cela même si elles portent atteinte à la libre circulation des marchandises et des services. En effet, comme le rappelle l'exposé des motifs de cette résolution, très complet cet exposé, basé sur de nombreuses études scientifiques, ces néonicotinoïdes ont un impact sur les pollinisateurs, l'environnement et la santé humaine. Pour toutes ces raisons, je vous invite, avec d'autres, mes chers collègues, à voter cette résolution. Merci, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Gilbert Barbier pour le groupe RDSE. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en abordant la discussion de cette proposition de résolution relative à un moratoire sur les néonicotinoïdes, je veux rappeler que le problème des pesticides en général est une préoccupation constante de notre Assemblée. Comment ne pas évoquer le rapport de la mission d'information présidée par Sophie Primas et l'important travail de la rapporteure Nicole Bonnefoy sur ce dossier. Bien sûr, ce rapport aborde d'une manière plus globale les problèmes, mais je crois qu'il mérite d'être cité à cet instant. Je veux aussi rappeler le rapport que j'ai présenté sur le rôle des perturbateurs endocriniens, où l'implication des pesticides est indéniable. Vous demandez au gouvernement d'intervenir au niveau européen concernant une classe bien particulière de pesticides, les néonicotinoïdes. Après les organochlorés, le DDT, les organophosphorés, les carbamates, sont arrivés sur le marché des substances qui ont la particularité d'agir en tant que synergiques et non plus en tant que substances toxiques. Je voudrais avancer que ce que l'on appelle le paquet pesticides, apparu après la résolution du 14 juin 2011, comprend ces substances et qu'elles doivent être évaluées au même titre que les phytoprotecteurs selon une procédure identique aux substances actives. Ceci étant dit, je peux reconnaître la lenteur des procédures d'évaluation au niveau européen. C'est bien le cas de la procédure REACH qui avance bien lentement. Alors, ces produits utilisés pour traiter les semences présentent la particularité de réduire les applications foliaires ainsi que les contacts pour les utilisateurs. Toutefois, au printemps 2012, certaines études ont démontré que ces substances n'étaient pas sans conséquence sur la mortalité des abeilles, effectivement. C'est ainsi que l'Autorité européenne de sécurité sanitaire des aliments avait alors été saisie du sujet et a rendu un avis faisant le constat positif de ce risque. Tirant les conséquences de ces nouveaux éléments, la Commission a décidé de limiter l'utilisation professionnelle de ces substances actives et d'interdire la mise sur le marché de certaines semences traitées ainsi que les utilisations non professionnelles. Ces restrictions concernent 3 substances et portent sur 3 types d'usages: traitement des semences, traitement au sol et traitement foliaire, et concernent déjà plus de 75 cultures différentes, parmi lesquelles les cultures fruitières qui sont jugées attractives pour les abeilles. Je voudrais rappeler que ces produits sont soumis à une autorisation de mise sur le marché et que cet AMM reste, à ma connaissance, de la compétence des États. En France, plusieurs produits ont déjà été interdits, le gaucho en 1999 sur les semences de tournesol et de maïs, le régent TS en 2004
et récemment en 2012 le Cruiser. Bien sûr, ces interdictions sont loin d'être en vigueur dans beaucoup de pays de l'Union. Le texte aujourd'hui soumis à notre examen s'inscrit entièrement dans cette démarche et invite le gouvernement à soutenir auprès de l'Union européenne l'instauration d'un moratoire sur l'ensemble des néonicotinoïdes en application du principe de précaution consacré à l'article 5 de la Charte de l'environnement qui ne cesse d'être invoqué. Elle vise ainsi à demander l'interdiction par le règlement européen de tous les néonicotinoïdes et pour toutes les utilisations, céréales d'hiver et semences utilisées sous serre. L'interdiction totale d'une catégorie d'insecticides n'est pas sans poser certaines interrogations, notamment concernant l'existence de solutions alternatives, mais surtout sur les conséquences économiques d'une telle mesure. Or, comment peut-on prendre en responsabilité de telles mesures sans avoir au préalable anticipé son impact? La mise en œuvre du principe de précaution reste subordonnée à la réalisation, même incertaine, d'un dommage qui affecte de manière grave et irréversible l'environnement, en l'espèce la mortalité des abeilles, et enjoint ainsi aux autorités publiques de mettre en œuvre des procédures d'évaluation des risques et l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation. Aussi, les mesures adoptées doivent-elles être proportionnées. Or, une interdiction générale, alors que les études laissent subsister des incertitudes, apparaît comme disproportionnée par rapport aux risques qui ont pu être correctement évalués. Force est de constater que cette évaluation demeure encore insuffisante pour interdire tous les néonicotinoïdes ainsi que leur utilisation. L'ANSES avait constaté que certaines études avaient été réalisées en ayant recours à des méthodologies d'expertise controversées. Les conditions étaient différentes de la réalité du terrain, en particulier des dosages supérieurs à celles rencontrées sur le terrain avaient été administrés aux abeilles. Par ailleurs, comme le rappellent l'ANSES et l'EFSA, la cause de la mortalité des abeilles, ça vient d'être dit, s'explique par une multiplicité de facteurs qui interviennent de manière combinée. Les effets de l'agriculture intensive, la température, certains virus ou agents pathogènes, des espèces parasites comme le frelon asiatique ou le ver roi, des plantes génétiquement modifiées aussi. À propos de l'utilisation des pesticides, Monsieur le ministre, vous annoncez un plan Ecophyto 2 et vous n'allez pas manquer de nous en dire davantage dans quelques instants. Ce problème n'échappe pas à l'Union européenne et un programme EpiLobby a été lancé pour étudier l'ensemble des causes de la mortalité des abeilles. Aussi, nous pensons qu'une réévaluation des niveaux maximums d'exposition pourrait être privilégiée à une interdiction totale. Votre proposition de résolution aura à tout le moins le mérite d'avoir permis une nouvelle discussion, même si les membres du RDSE ne la soutiendront pas. Je vous remercie. Merci, Monsieur Barbier. La parole est à Monsieur Henri Tandonnet pour le groupe UDI-UC. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la question posée par la proposition de résolution déposée par nos collègues du groupe écologiste nous invite à une vraie réflexion sur l'utilisation des pesticides et sur l'équilibre à trouver entre une utilisation raisonnée qui ne pénalise pas notre agriculture et des effets indésirables pour les insectes pollinisateurs et indirectement la santé humaine. Cette question a animé très régulièrement nos débats et nos travaux au sein de la mission commune d'information sur les pesticides menée par notre collègue Sophie Primas et rapportée par Nicole Bonnefoy. Je pense que ce rapport devrait être pour le Sénat la base essentielle de nos travaux sur toutes les questions relatives aux pesticides, tant notre travail a été mené avec le plus d'ouverture et de précision possible. Concernant plus spécifiquement la PPR d'aujourd'hui, j'aimerais dire que je partage les inquiétudes de nos collègues, notamment sur la survie des abeilles, dont le rôle n'est plus à démontrer,
Néanmoins, je trouve leur démarche prématurée et déséquilibrée. Les abeilles sont des acteurs de la biodiversité. Leur présence est non seulement indispensable à la production nationale de miel et d'autres produits de l'apiculture, mais aussi à la pollinisation et donc à l'agriculture. Elles constituent un insecte référent qui nous indique le niveau de santé de la biodiversité. Il y a 7 ans, cela a été dit par mes collègues, l'apport des insectes pollinisateurs dont l'abeille aux principales cultures mondiales était évalué à 153 milliards d'euros, soit 9,5% de la production alimentaire mondiale. C'est donc un insecte nécessaire au bon état sanitaire de la flore. L'apiculture représente une activité significative. En France, on compte 800 000 ruches réparties sur 12 000 exploitations en métropole qui produisent environ 14 000 tonnes de miel. Nous sommes fortement déficitaires par rapport à notre consommation nationale. Par ailleurs, la PPR que nous examinons aujourd'hui pose un véritable problème car la mortalité importante des abeilles sur une grande partie du globe est un phénomène récent et qui s'accentue. Les causes de cette mortalité sont diverses. L'une d'entre elles est les pesticides. Le premier constat de la mission commune d'information a d'ailleurs été de reconnaître que les dangers et les risques des pesticides pour la santé humaine et animale sont sous-évalués. Les conséquences de cela sont un manque de protection contre les pesticides et une limitation de leur utilisation à trouver. Face à cette situation, la France a lancé, il y a déjà 2 ans, un plan de développement durable de l'apiculture. L'un de ses objectifs est de réduire l'exposition des ruches aux produits chimiques, en particulier aux phytosanitaires. Le ministère a en outre manifestement renforcé la surveillance des troubles des colonies d'abeilles. Il faut saluer en cela votre action, Monsieur le ministre. Nous la partageons totalement. Dans le Lot-et-Garonne, les multiplicateurs de semences ont conclu un accord spécifique avec les apiculteurs afin de permettre une cohabitation respectueuse des contraintes de chacun. C'est une démarche positive qu'il faut encourager. Les études scientifiques démontrent aujourd'hui clairement le rôle de certains insecticides dans la mort des insectes pollinisateurs. C'est pourquoi 3 insecticides de la famille des néonicotinoïdes ont déjà été interdits au niveau européen. La proposition de résolution d'aujourd'hui propose une interdiction totale de toute cette famille de produits. Avant d'arriver à cette interdiction générale, nous estimons qu'il faut encore évaluer leur véritable impact sur les insectes et sur la santé humaine. Car avant de proposer un moratoire, il faut que nous soyons parfaitement au clair avec les impacts sanitaires. Il n'est pas encore établi qu'une interdiction générale aurait un effet déterminant sur les troubles des colonies. Outre les produits déjà interdits, l'utilisation de ceux restants est déjà très fortement encadrée pour les agriculteurs, que ce soit en termes de techniques, d'horaires d'épandage, de période d'utilisation ou encore de type de culture traitée. Les agriculteurs sont aujourd'hui déjà fortement contraints et l'utilisation de ces insecticides est une nécessité pour eux. N'introduisons pas de nouvelles normes aujourd'hui qui seraient des contraintes parfois fatales pour l'équilibre économique de leur activité. Les aléas sur les récoltes sont nombreux et je crains qu'une telle contrainte ne mette nos agriculteurs dans des situations irréversibles au moment où de nouvelles espèces nuisibles se développent à l'occasion du changement climatique et des échanges internationaux plus nombreux. Par ailleurs, il n'existe pas toujours aujourd'hui des produits de substitution à ces substances. Il faut laisser un peu de temps au laboratoire pour développer de nouvelles solutions et donner à l'ANSES plus de moyens pour valider leur utilisation. L'agence est aujourd'hui en sur-régime. Elle n'a pas la capacité de répondre à toutes les demandes qui lui sont soumises. Les délais de mise sur le marché de nouveaux produits sont de plus en plus longs. À l'occasion de ce débat, Monsieur le Ministre, pourriez-vous nous indiquer quelle est la situation de l'ANSES en termes financiers et en termes de délai d'examen des dossiers d'autorisation de mise sur le marché? Je crois qu'il y a vraiment embouteillage dans ce domaine et je crois qu'il va falloir faire un effort tout particulier pour débloquer la situation. Enfin, je ne voudrais pas qu'une disparition du marché de ces produits se traduise par l'utilisation d'autres insecticides plus dangereux que pour les abeilles, car moins adaptés aux cultures et aux insectes pollinisateurs. J'estime donc que cette proposition de résolution est prématurée, eu égard à l'état d'avancement scientifique de l'évaluation de l'impact sanitaire et au développement de nouveaux produits de substitution. Enfin, je me demande si cette proposition ne trouverait pas un meilleur écho dans le futur projet de loi sur la biodiversité
qui a arrêté son parcours législatif à l'Assemblée nationale. Pourriez-vous nous dire, Monsieur le ministre, où en est le calendrier de ce texte? En conclusion, et pour toutes ces raisons, je m'abstiendrai à titre personnel sur cette proposition de résolution. Je vous en remercie. Merci, Monsieur Tandonnet. La parole est à Madame Sophie Primas pour le groupe UMP. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, je ne vous ai pas vu, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, cher Joël, avec qui nous avons fait chemin sur cette mission d'information. Il existe en effet de nombreuses études qui établissent un lien entre la mortalité des abeilles et les néonicotinoïdes. Certaines sont naturellement contestées et c'est la raison pour laquelle les législateurs que nous sommes doivent s'appuyer essentiellement sur les travaux des agences pour asseoir leur opinion. La science, rien que la science. Or, c'est bien sur la base de plusieurs avis de l'Agence européenne de sécurité des aliments que la Commission européenne, considérant que les études de dangerosité étaient probantes, a restreint fortement l'utilisation de 3 substances. La question est de savoir aujourd'hui s'il faut aller plus loin. Sans le moins du monde éluder le risque que fait peser un certain nombre de substances chimiques sur les colonies d'abeilles, il est important aussi de sortir du dogme et de rappeler en premier lieu que la mortalité des pollinisateurs est un phénomène d'origine multifactorielle. Une étude publiée par l'AFSA en 2009 a recensé les principaux agents biologiques pathogènes de l'abeille. Il était alors dénombré 18 maladies dues à des prédateurs, parasites, champignons et bactéries et 12 virus pouvant occasionner la mort de ces insectes, dont bien entendu la varroise et le frelon asiatique qui déciment des milliers de ruches. Outre les agents biologiques et chimiques, les causes de mortalité des colonies d'abeilles peuvent être liées à l'environnement, l'alimentation, les facteurs climatiques, les champs magnétiques ou encore même aux pratiques apicoles elles-mêmes. Par conséquent, c'est bien la coexistence de facteurs qui est à l'origine de la mortalité des abeilles. Et il est à date bien difficile de voir scientifiquement clair sur la prédominance d'un facteur sur l'autre. Une évaluation globale s'intéressant aux interactions entre ces facteurs est donc nécessaire. Et je tiens à saluer les travaux menés par l'ANSES à ce sujet, notamment, d'une part, le programme de surveillance EpiLobby, qui établit une surveillance active de la mortalité des colonies d'abeilles dans 17 États membres, même si j'émets le souhait, monsieur le ministre, que la détection de produits phytosanitaires doit rapidement être intégrée à ce programme, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. D'autre part, l'ANSES a mis en place depuis 2012 un groupe d'experts destiné à mieux comprendre les effets des co-expositions aux produits phytosanitaires et aux agents pathogènes sur le devenir des colonies. L'objectif de cette étude, dont les résultats sont attendus courant du 2e semestre 2015, donc vraiment bientôt, est d'émettre des propositions et des recommandations. Aussi, je déplore le positionnement de cette proposition de résolution qui a tendance à réduire à un seul facteur l'affaiblissement des colonies d'abeilles. Je pense que pour sortir du dogme politique sur ce sujet qui le mérite et qui mérite l'adhésion de tous, nous devrions patienter quelques mois pour obtenir les résultats de l'ANSES et nous appuyer sur ces recommandations. La science, rien que la science. Pour conclure, je regrette également le sens unilatéral de la démarche qui, me semble-t-il, n'a pas suffisamment associé les agriculteurs et les industriels, ces derniers considérant évidemment cette proposition comme une sanction à l'innovation et à la recherche. En effet, nous ne pouvons pas occulter que les substances néonicotinoïdes représentent un intérêt économique certain pour le secteur agricole. Elles ont démontré leur efficacité, notamment dans la lutte contre les ravageurs aériens et ceux du sol. Interdire, sans disposer de solutions alternatives efficaces assurant l'équivalence des rendements, me semble être contre-productif du niveau de l'acceptabilité de cette mesure par le monde agricole. De plus, l'instauration en l'état d'un moratoire européen sur les produits néonicotinoïdes engendrerait le retour certain à un recours massif d'insecticides foliaires appliqués par pulvérisation, ce qui serait contradictoire avec les objectifs d'écophyto. Aussi, il me semble prématuré d'engager un tel moratoire et c'est la raison pour laquelle je m'abstiendrai sur ce texte. Le sens de cette abstention, pour finir, Madame la Présidente, cette abstention constitue un signal pour les industriels,
Face à la démultiplication des études présentant les risques des substances néonicotinoïdes, elle invite à poursuivre et intensifier les recherches sur les techniques agronomiques, les solutions de biocontrôle ou des produits de substitution. Elle constitue également un signal politique. Les démarches d'entreprise sur ces sujets doivent impérativement associer étroitement les mondes scientifiques, économiques et associatifs afin qu'elles puissent être réalistes, qu'elles puissent être acceptées et qu'elles soient surtout enfin pérennes et efficaces. Je vous remercie. Merci Madame Prima. La parole est à Monsieur Daniel Grémier pour le groupe UMP. Vous étiez après, mais si vous voulez venir avant, Monsieur Savary, il n'y a pas de souci. Mettez-vous d'accord, l'un ou l'autre, comme vous le souhaitez. Alors c'est Monsieur Savary qui va prendre la parole. Monsieur Savary. Merci. Ok, pardon. Bien, merci Madame la Présidente, merci mon cher collègue. Monsieur le Ministre, je crois qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été dites. Effectivement, merci Monsieur Labbé de nous avoir alertés et essayer de nous convaincre, mais je ne suis pas sûr que vos arguments aient été trop convaincants, je me permets de vous le dire. Je ne voudrais pas tomber dans la caricature, je crois qu'il y a des preuves scientifiques qui sont amenées des deux côtés d'un problème particulièrement délicat et qu'effectivement les propos ont été tenus dans ce domaine-là. Et moi aussi, également comme scientifique, je m'attacherai à un certain nombre de dispositifs qui ont été révélés. N'ayons pas une position partisane, ayons une position constructive. Il n'empêche que dans votre résolution, vous faites allusion à des propositions qui ont été faites notamment par le gouvernement néerlandais et qui a en fait rejeté puisque aucune preuve scientifique n'avait été apportée et qu'en conséquence, il n'existait aucune base légale justifiant la révision, la restriction ou le retrait des autorisations existantes. Ne tombons pas non plus dans la caricature de l'écologie des interdits. C'est pas comme ça qu'on fera avancer les choses. Et simplement, dans votre résolution, vous proposez d'arrêter sans prendre en compte des solutions alternatives puisque la recherche n'a pas été encore suffisamment poussée pour pouvoir en proposer. Ne tombons pas non plus dans le panneau de l'écologie de la décroissance. On est dans un monde économique et pour lequel il faut prendre la dimension environnementale, mais on est obligé de tenir compte d'un certain nombre de réalités. Et notamment en ce qui concerne les semences, c'est quand même, me semble-t-il, une économie de plusieurs milliards d'euros pour lequel la balance commerciale est positive et ce serait dommage qu'à travers des résolutions telles que celle-là, prises trop rapidement, on arrive à un interdit qui remette en cause à la fois toute une économie sans que nous ayons non plus les garanties suffisantes comme quoi il fallait prendre cette décision. Donc j'attire l'attention de mes collègues et je voudrais surtout, à travers mes propos, ne pas être négatif mais au contraire positif. Je pense qu'il faut véritablement passer à l'écologie du XXIe siècle, une écologie moderne par rapport à une écologie archaïque et qui prend en compte l'ensemble des dimensions humaines, économiques, environnementales et sociales par rapport à ce type de dispositif. Ce n'est pas la résolution que vous proposez qui va dans ce sens-là, mon cher collègue. Il faut faire confiance à l'innovation. L'innovation à côté de la précaution en ce qui concerne ces principes complémentaires me paraît tout à fait important. Mettre le curseur au bon endroit, pas faire une politique que de précaution en se bouchant les yeux par rapport à l'innovation. Il faut être attentif à cela. Et il nous appartiendra dans les années qui viennent véritablement de délibérer sur le plan législatif pour prendre les garanties nécessaires par rapport à ces innovations. Intérêt également dans les agences sanitaires. C'est vrai, il faut trouver la complémentarité, la rationalisation, faire en sorte que quand des préconisations soient prises, elles soient suivies d'effet. D'où les rapprochements des agences qui me paraissent tout à fait intéressantes en ce qui concerne l'ANSES, qui est déjà un regroupement, et en ce qui concerne l'INVS, l'INPES et les PRUS, puisqu'il y a ce rapprochement, très bien, c'est un bon point qu'il faut souligner. Il faut travailler, me semble-t-il, sur la toxicopharmacovigilance et faire en sorte que derrière, ce soient les mêmes personnes qui puissent assumer les responsabilités, notamment à travers les AMM. Nous avons là aussi des efforts à faire.
Miser bien sûr sur l'innovation, sur la recherche, sur les produits de substitution, ça me paraît tout à fait important pour pouvoir supprimer, parce qu'on sait qu'il y a une neurotoxicité bien sûr autour de ces produits, mais qu'il y a une marge de sécurité quand même importante par rapport aux précautions à prendre par rapport à la santé humaine et à la santé animale. Il nous appartiendra, lorsque l'on aura trouvé des produits de substitution dont on aura étudié l'impact, de prendre des mesures telles que celles que vous proposez. Il sera, me semble-t-il, encore temps. Miser sur l'innovation des pratiques culturales. On voit bien qu'il y a déjà des progrès qui sont faits, parce que le problème, c'est les poussiérages à travers ces semences. Il y a des pratiques culturelles modernes maintenant. Nous allons vous proposer, dans le département de la Marne, Monsieur le ministre connaît le dossier, la ferme 112, qui sera là aussi sur le plan rémois, suite à la fermeture de la base 112, nous avons un projet agro-environnemental tout à fait intéressant pour faire une ferme expérimentale autour de ces pratiques là, de façon à pouvoir là aussi améliorer les pratiques culturelles et faire en sorte que l'on maîtrise davantage ces produits. C'est de l'innovation par rapport à la production. De même qu'il ne faut pas, mes chers collègues, faire en sorte de se bloquer par rapport à l'innovation en ce qui concerne la transformation de nos matières agricoles. Ce n'est pas parce qu'on travaille sur les agro-ressources, que l'on travaille sur la bioéconomie, qui est un facteur tout à fait essentiel pour l'avenir, qu'il faut, bien entendu, sortir sans cesse des arguments comme quoi les productions doivent être essentiellement réservées à l'alimentation. Il y a là aussi une complémentarité intelligente à trouver. C'est la raison pour laquelle je serai personnellement à voter contre cette résolution, parce que je crois que je reprendrai, pour conclure, ce que dit Nicolas Bozou, un économiste bien connu: on entend l'arbre tomber, mais pas la forêt pousser. Et je crois que nous sommes dans un monde en pleine mutation et que, avant de prendre des décisions, il faut bien réfléchir aux contre-propositions qui permettraient de trouver des remplacements à ce que nous voulons supprimer. Je vous remercie. Merci, Monsieur Savary. La parole est à Monsieur Daniel Grémier pour le groupe UMP. Vous avez la parole, mon cher collègue. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, je voudrais dire d'entrée à notre collègue Joël Labbé que son texte, sa proposition ne nous dérange pas. Pour ma part, notre part, je ne voudrais pas accuser. Je voudrais tout simplement qu'ensemble on réfléchisse aux vraies questions. Les vraies questions, c'est que l'agriculture française est confrontée depuis longtemps à des enjeux qui ne cesse de complexifier son activité, fournir une production agricole de qualité, répondre aux attentes des consommateurs et du marché, limiter les impacts sur l'environnement. L'agriculture française ne cesse de s'adapter pour répondre aux enjeux écologiques. Elle ne peut assumer seule le poids de mesures qui, au demeurant, relèvent parfois de l'expérimentation. En effet, cette proposition de résolution semble relever d'une utilisation excessive du principe de précaution. Cette proposition de résolution n'est fondée sur aucune nouvelle étude scientifique pouvant remettre en cause cette technique de protection à travers les insecticides des semences apportées au moment de ces cultures. Quel avantage présentent ces molécules pour l'environnement et l'utilisateur? Les seuls produits autorisés aujourd'hui en grande culture, issus de ces familles de molécules, sont essentiellement utilisés dans les productions, on l'a dit, de betteraves, de céréales, de protéagineux, de maïs, laitue, chicorée. Et bien sûr, ces molécules qui ont l'avantage d'apporter une réponse non pas curative, mais préventive, j'y reviendrai, sont une solution en termes d'impact environnemental bien meilleure. Aujourd'hui, en termes d'impact, c'est 30% des surfaces de céréales d'hiver, c'est 15% des surfaces de colza qui sont protégées,
aujourd'hui sur notre territoire. L'intérêt technique, là encore, quand on voit les évolutions, avant, on traitait systématiquement l'ensemble des surfaces, 1 hectare, 10 000 mètres carrés. Aujourd'hui, on traite 50 mètres carrés. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on enrobe uniquement la graine. On est passé d'un dosage de plus de 600 grammes à l'hectare à 60 grammes. Donc, ces nouvelles techniques qui ont permis effectivement de faire ces progrès considérables, d'améliorer effectivement l'impact environnemental tout en apportant la garantie alimentaire. La deuxième partie de mon propos, c'est aujourd'hui, cette proposition n'est pas fondée parce qu'on n'a pas de travaux scientifiques qui nous apportent effectivement une thèse qui nous permette de décider tel que vous le proposez dans votre projet de résolution. Aujourd'hui, nous avons besoin effectivement d'aller plus loin dans la connaissance et surtout nous avons une nécessité absolue de ne pas placer l'agriculture française et européenne, mais surtout française, dans des situations de distorsion, à savoir de vivre avec des interdits chez nous et d'avoir ensuite des produits qui sont importés, qui ne suivent pas les mêmes règles du jeu. C'est la même chose d'ailleurs sur le débat des OGM. On n'a pas le courage de le dire, mais quand on voit aujourd'hui les impacts que ça peut avoir sur la performance de notre agriculture, c'est absolument considérable. D'autre part, aujourd'hui, la Commission européenne a pris des décisions. Ces décisions, c'est une suspension provisoire pour seulement 3 molécules. Et ce projet de résolution va vraiment à l'encontre de ces décisions européennes qui ont été prises au niveau de l'autorité européenne de sécurité des aliments. D'autre part, cette proposition se fonde sur un certain nombre d'erreurs manifestes pour justifier cette demande d'interdiction. On propose, et vous le dites tout simplement, que le Parlement néerlandais a décidé de l'interdire. Bien non. Le gouvernement néerlandais ne l'a pas interdit puisqu'il l'a rejeté, car effectivement, comme on est en train de débattre à cet instant, il l'a rejeté parce qu'il n'y avait aucun élément scientifique nouveau qui permettait de le décider. Ce que je voudrais aussi évoquer, c'est des rapports. Les rapports qui sont publiés, que ce soit par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'AFSA, qui a fait un certain nombre de travaux qui permettent aujourd'hui d'avoir une meilleure connaissance de la mortalité des abeilles. Sur ce qui a été évoqué tout à l'heure par ma collègue, sur le projet européen cofinancé par l'Union européenne sur la surveillance épidémiologique de la mortalité des colonies d'abeilles domestiques. Et là encore, tous ces travaux aujourd'hui démontrent que la mortalité des abeilles est essentiellement due à d'autres facteurs que celui que vous évoquez. D'autre part, les constats que nous avons aujourd'hui, à travers une association, l'étude Colosse, qui provient d'une association à but non lucratif de recherche sur les abeilles, composée de plus de 360 scientifiques professionnels à travers 60 pays du monde, démontre effectivement que le taux de mortalité qui était avant à 37% des colonies est passé à 9% l'an passé. Et qu'aujourd'hui, c'est le varroa qui est l'élément le plus destructeur qui, aujourd'hui, affecte nos colonies d'abeilles. D'ailleurs, l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation va dans le même sens. L'impact économique est énorme pour notre industrie agricole, puisque l'impact, c'est 4,5 milliards d'euros de pertes au niveau de l'économie européenne, c'est 50 000 emplois, c'est 20% de la récolte, si on prend l'exemple du pommier en moins, c'est 260 millions d'euros en moins sur l'activité de l'arboriculture. Je voudrais dire tout simplement, en concluant mon propos, effectivement, l'abeille est un élément essentiel de la vie et qu'il vaut mieux aujourd'hui prendre un certain nombre de décisions, de certitudes. Et les actions que nous conduisons en France sur Ecophyto en font partie. Et, Monsieur le Ministre, sur les décisions en matière d'agroécologie, là encore, on pourrait aller bien plus loin. Le paysan des Vosges qui vous parle sait qu'aujourd'hui, en 2015, nous avons bien moins de terres labourées qu'il y a
en 1900. Aujourd'hui, on a 60% de moins de terres labourées qu'il y a un siècle. Et effectivement, ce que je veux dire par là, la rotation est un élément essentiel pour la sécurité sanitaire et améliorer la diminution des insecticides. Je termine, dernier élément, le plan protéines permettra aussi de le faire. Et je voulais dire tout simplement, en concluant, pour toutes ces raisons, je m'oppose à cette résolution et j'en appelle au principe de précaution appliqué à la survie de notre agriculture. Je ne suis pas favorable au moratoire, mais favorable à un travail approfondi de recherche sur l'impact des néonicotinoïdes sur l'environnement au sens large. Nous nous sommes munis d'agences de recherche, servons-nous-en, les chiffres sur la base desquels nous pourrons alors inventer l'agriculture de demain à travers une démarche responsable envers notre agriculture et notre écosystème. Notre groupe votera majoritairement contre cette proposition de résolution. Merci. Merci, mon cher collègue. La parole est maintenant à Monsieur Stéphane Le Foll. Et oui, Monsieur le ministre, c'est à vous. Ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt et porte-parole du gouvernement. Je vous en prie. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, on est donc réunis cet après-midi pour discuter d'un sujet, ça a été rappelé, qui, au fond, fait consensus dans le sens où chacun a bien conscience du risque qui existe, de l'utilisation d'un certain nombre de molécules, de pesticides, qui ont des conséquences négatives, que ce soit sur un certain nombre de pollinisateurs, voire sur les perturbateurs endocriniens, ça a été évoqué, sur la santé humaine. À partir de là, le débat y porte, après le discours de Joël Labbé, enflammé, qui a marqué sa sensibilité très forte sur ce sujet, et qui en a tiré une conclusion au travers de cette PPL, c'était l'interdiction des néonicotinoïdes, en tout cas inviter le gouvernement à agir au niveau européen pour l'interdiction. Le débat donc porte sur ce sujet. Chacun ayant, et ça a été rappelé par M. Savary, des arguments scientifiques qui peuvent aller dans un sens ou dans l'autre. Moi, je vais rappeler ce qu'est la position du gouvernement et pourquoi, justement, je ne souhaite pas qu'on adopte cette PPL, non pas que je n'ai pas conscience des risques, que je n'ai pas conscience non plus de la nécessité d'agir, mais que pour agir efficacement, parce qu'au fond, c'est ça qu'il faut avoir en tête, il faut de la méthode et il faut un ordre dans les choses. À chaque fois, en particulier au niveau européen, lorsqu'on s'engage dans un débat européen, il faut qu'au bout du compte, on ait, pour atteindre la cible, la majorité qui va avec. Si je prends la question des pollinisateurs, et en particulier des abeilles, qui a fait l'objet d'ailleurs de beaucoup d'interventions, c'est vrai que la France a vu une mortalité des abeilles s'accroître fortement, et la production de miel baisser, elle aussi, fortement. Le premier constat que le ministre de l'Agriculture a fait, c'est qu'il y a des sources multifactorielles de cette mortalité, dans lesquelles il y a les pesticides. J'en étais tellement convaincu que lorsque je suis arrivé comme ministre de l'Agriculture, j'ai interdit ce qu'on a appelé le cruiser OSR, qui est une molécule, thiaméthoxam, un néonicotinoïde, un enrobage pour le colza, qui, de manière très claire, après un rapport de l'ANSES, avait comme conséquence de perturber les capacités des abeilles à pouvoir rentrer aux ruches, et donc était un facteur de leur mortalité. Interdiction. Mais comme je connais le débat à l'échelle de notre pays sur vous interdisez en France et puis après à l'échelle européenne, les autres peuvent utiliser des produits que nous, on n'a pas le droit d'utiliser, on a engagé une démarche à l'échelle européenne. Sur la base d'ailleurs, là aussi, des recherches qui avaient été menées au niveau de l'ANSES et donc à l'échelle européenne au niveau de l'EFSA, qui ont fait qu'on a, sur 3 molécules sur les néonicotinoïdes, pris des décisions fortes au regard des risques pour les pollinisateurs et qui ont conduit à réduire l'utilisation de ces néonicotinoïdes à l'échelle européenne pour toutes les cultures attractives pour les abeilles.
Aujourd'hui, elles ne peuvent plus, ces substances, être utilisées en période de floraison. Pour les cultures restantes et pour les céréales à paille, les semis ne peuvent se faire qu'à la période de forte, ne peuvent pas se faire à la période de forte activité des abeilles. Et donc, elles ne peuvent être utilisées, ces molécules, que dans des périodes précises, et l'interdiction de semer des semences enrobées se fait entre janvier et juin. Donc, des décisions, non seulement ont été prises en France pour le colza, mais ont eu un prolongement à l'échelle européenne. Et nous sommes dans cette situation-là aujourd'hui. 3 substances, je l'ai dit, néonicotinoïdes, et la PPL vise à interdire toutes les substances. On a déjà restreint l'usage des néonicotinoïdes pour tout ce qui touche les pollinisateurs. C'est la législation européenne actuelle. Ce n'est pas quelque chose qu'on a à faire, c'est fait. C'est fait. Reste l'ensemble des néonicotinoïdes. Ce que vous proposez, à la fois pour des raisons liées aux pollinisateurs, je l'ai dit, puis aussi, ça a été évoqué, pour ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens et les risques pour la santé humaine. Pourquoi, au fond, à partir de ce qui existe aujourd'hui, je ne suis pas favorable à ce que le Parlement, le Sénat, ici, adopte une position qui vise à agir pour interdire. Parce que ça consisterait à dire, sur cette question des néonicotinoïdes, et en particulier sur les pollinisateurs, qu'il y a un effet causal direct entre néonicotinoïdes et mortalité. Je l'ai dit dès le début, je le sais, et vous le savez. On a au contraire une analyse qui confirme, à chaque fois que j'ai pu discuter avec tous les spécialistes, la multifactorialité des causes de mortalité. Donc si je rentre dans l'idée simple qui consiste à dire si j'interdis les néonicotinoïdes, je n'ai plus de mortalité des abeilles, ce n'est pas un sujet en soi, c'est un problème par rapport au sujet lui-même. Et je tiens à être sur le fond de ces questions. Parce que je ne veux pas qu'on se raconte d'histoire. Je veux qu'on aille jusqu'au bout. Et c'est pour ça que le plan abeille, l'apiculture durable, que j'ai mis en place, qui a mobilisé 40 millions d'euros pour la première fois sur 3 ans, on structure la filière apicole dans son ensemble, à la fois sur la production, l'organisation commerciale, parce que là, je peux vous dire que sur les origines des miels qu'on achète en France, plus flou, plus contestable, il n'y a pas. Et qui va être obligé de remettre de l'ordre dans cette production et cette organisation? Ça sera le ministère de l'Agriculture. Parce que les débats que j'ai avec tous les professionnels compliquent les choses. Et j'ai bien vu toutes les pétitions qui ont été émises et que tous les sénateurs ont reçues suite à ces débats sur la PPL, en particulier avec une mortalité hivernale d'un certain nombre d'abeilles dans les Pyrénées-Orientales et en Ariège. Je veux le dire ici, là aussi, pour être clair, ferme, et en même temps transparent, objectif. On a fait conduire 2 études. Une, le ministère de l'Agriculture, pour savoir pourquoi ces abeilles étaient mortes à ce niveau-là l'hiver il y a 2 ans, et une étude qui a été conduite par les apiculteurs eux-mêmes. Il n'est pas question du tout de néonicotinoïdes, puisqu'on est en Ariège. Donc il n'y a pas de grande plaine céréalière, pour ceux qui connaissent ce département magnifique, qui est aujourd'hui sous la neige. Il n'y a pas non plus ce qui avait été évoqué à un moment, des liens avec l'utilisation d'un certain nombre de vermifuges dans l'élevage. On a trouvé un certain nombre de molécules, de problèmes sur ce qui a été fait en termes d'études sur les acaricides, mais pas d'autres causes évidentes et de molécules trouvées dans les ruches qui peuvent justifier, par exemple, aujourd'hui le débat sur l'interdiction des néonicotinoïdes. Donc je le redis, objectivement, moi je suis là pour avancer, je suis là pour trouver des solutions, je suis là pour qu'on pose la réalité des débats, mais qu'on ne s'engage pas sur des voies qui, au fond, ne sont pas les voies qui vont nous conduire à résoudre les problèmes. C'est ça le sujet, c'est ça la force. Et je le dis d'autant plus à l'échelle européenne qu'à chaque fois qu'on veut réussir à l'échelle européenne, on a intérêt de se préparer et à mener les plans et les objectifs de manière coordonnée. Je rappelle d'ailleurs que la France, sur ce sujet, et au niveau du ministère de l'Environnement, est engagée à l'échelle européenne sur l'ensemble des produits phytosanitaires et en particulier sur les perturbateurs endocriniens et les substances actives, cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. Et on sera tous d'accord ici.
pour dire qu'on a besoin de conduire une action. Et cette demande de restriction de la durée d'inscription sur toutes ces substances, la France est en cours de travail au niveau de la Commission. C'est une demande que nous avons faite. Et donc, je ne veux pas, par des positions qui consisteraient sur un autre sujet à vouloir interdire, nous remettre en position de faiblesse à l'échelle européenne, justement pour qu'on avance. Parce que ce n'est pas fini. Pour qu'on réussisse justement qu'à l'échelle européenne, et vous avez cité le débat sur les Pays-Bas, où il y a eu éventuellement à un moment l'idée de l'interdire, les néonicotinoïdes. Et puis ça ne s'est pas fait. Et moi je peux vous le dire à l'échelle européenne, je sais ce qui se passe. Il faut, pour convaincre, pour avancer, être sûr de ses arguments. Et avancer avec, c'est ce que j'ai dit, méthode et ordre. À chaque fois, on s'appuie sur des études, certes, on s'appuie aussi sur des objectifs politiques. Vous l'avez évoqué sur le plan Ecophyto 2, la version 2. Même si Joël Labbé a indiqué que la version 1 avait été un échec, elle a été un échec sur les résultats. Elle a eu une vertu. D'abord sur les substances utilisées, elle a permis, cette version 1 d'Ecophyto, d'éliminer 80% des substances les plus cancérigènes, mutagènes, et ça c'est quand même un acquis de ce plan. Le deuxième, c'est, et je le dis d'autant plus que ce n'est pas moi qui l'ai décidé, c'est Michel Barnier, après le Grenelle de l'environnement. Le deuxième, c'est les fermes défis, qui prouvent aujourd'hui qu'on peut réduire les phytosanitaires, quelles que soient les régions. Et ça, c'est un acquis. Donc le plan pour l'agroécologie, l'année 1 de l'agroécologie, c'est justement d'engager un processus large, global, pour diffuser des pratiques agricoles, des modèles agronomiques qui permettent de se passer des phytosanitaires. Parce que si le ministre de l'Agriculture décide d'interdire et qu'il n'y a pas de solution alternative, je n'ai pas envie qu'on revienne à utiliser des produits qui sont encore pires que ceux qu'on utilise aujourd'hui. Les organochlorés, ça a été évoqué, les organophosphorés aussi. On ne va quand même pas réutiliser des produits qu'on a abandonnés. Il faut qu'on continue à progresser. Et pour le faire de manière régulière, il faut qu'on soit capable d'offrir des alternatives. C'est tout le débat sur le biocontrôle. Et ça manque. Et c'est pour ça, pour la première fois, dans ce plan, lié d'ailleurs au débat que nous avons eu ici sur la loi d'avenir, va être mis en œuvre ce qu'on a appelé les certificats d'économie de produits phytosanitaires, expérience qui va être conduite. J'ai bien vu d'ailleurs qu'il y avait des réactions qui n'étaient pas du tout favorables à la mise en œuvre de ce plan, mais j'irai au bout de ce que nous avons voté et discuté ensemble, ici au Sénat, et qui est dans la loi d'avenir, et qui mérite qu'à partir de là, chacun se responsabilise sur la réduction des phytosanitaires, tout confondu. Parce qu'il y va d'une question de modèle derrière. C'est ce qu'évoquait Joël Labbé. C'est une pensée globale qu'on doit avoir. C'est une démarche générale, transversale qu'on doit avoir. Ça ne se fera pas uniquement en décidant à un moment donné d'interdire. Ça se fait parce qu'on est capable à la fois de savoir là où on veut aller et en même temps de construire le chemin et la dynamique qui va nous permettre d'y arriver. C'est pourquoi, sur ce débat, et ça a été dit d'ailleurs par beaucoup d'intervenants, il est intéressant. Et après tout, le fait d'avoir joué l'alerte et d'avoir invité à aller le plus loin possible sur l'interdiction, ça permet de discuter. Ça permet de montrer qu'au Sénat, on se préoccupe de ces sujets. J'ai bien entendu tous les sénateurs d'ailleurs. Personne n'a dit non, non, ce n'est pas un sujet. Personne n'a dit oh, mais tout ça, ça ne sert à rien. Personne n'a dit caricature. Donc personne ne doit caricaturer le débat. Et ce que je dis, et pourquoi le gouvernement n'est pas favorable à l'adoption de cette PPL, c'est parce que justement, parce qu'on ne doit pas caricaturer le débat, parce qu'on veut réussir l'objectif de réduction des phytosanitaires et de l'utilisation et du recours aux néonicotinoïdes, qu'il faut qu'on soit en capacité collectivement de mener ces débats à la fois en assurant les transitions nécessaires et à l'échelle européenne en menant les débats de telle manière qu'on soit dans la capacité d'emmener avec nous une majorité de pays européens. Parce que ce n'est pas simplement réussir en France un projet sur l'agroécologie, même si ça fait partie des objectifs qu'on s'est fixés. Et la France va être leader dans ce domaine. Mais c'est aussi faire en sorte qu'à l'échelle d'un continent comme celui de l'Europe, on soit capable de faire évoluer l'agriculture vers une agriculture durable. C'est quand même ça. Qu'on soit capable aussi de favoriser la pollinisation et les pollinisateurs, d'utiliser et de produire du miel. C'est ça les objectifs. La France doit être leader. Pour qu'elle soit leader, il faut qu'elle soit totalement, pleinement crédible dans ce qu'elle demande, dans ce qu'elle fait à l'échelle européenne. Et c'est pourquoi, comme
ça a été évoqué par certaines interventions, je ne souhaite pas, et je ne suis pas favorable à cette PPL, non pas par l'esprit qui est la sienne, ou cette idée qui consisterait à vouloir agir pour l'interdiction, mais parce que, dans le moment où nous sommes, dans les engagements que nous avons pris à l'échelle européenne, eh bien, il faut le temps nécessaire à organiser, à mettre en œuvre, à assurer la réussite, au bout du compte, de ce que nous souhaitons tous. C'est une agriculture qui soit productive et compétitive. Je crois que personne n'en discute et tous les débats qu'on a eus sur la loi de l'avenir l'ont montré, et qu'en même temps, elle soit durable. Durable dans sa soutenabilité à long et moyen terme, mais durable parce que aussi l'agriculture est regardée par tous nos concitoyens, et c'est parce que les agriculteurs sont des citoyens et qu'ils ont parfaitement conscience des enjeux qu'aujourd'hui on doit faire le pari de la réussite collective. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Nous allons procéder au vote sur la proposition de résolution. La conférence des présidents a décidé que les interventions des orateurs valaient explication de vote. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe écologiste sur cette proposition de résolution. Il va donc être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Bien, mes chers collègues, voici le résultat du scrutin numéro 92 sur la proposition de résolution. Nombre de votants, 337. Nombre de suffrages exprimés, 312. Pour l'adoption, 64. Contre, 248. Le Sénat n'a pas adopté. Voilà pour cette séance. Si vous souhaitez la revoir, elle est disponible en VOD sur notre site internet publicsénat.fr. Bonne suite des programmes sur Public Sénat et à tout à l'heure 19h pour le journal.